Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2769 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 17 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui du champion du monde argentin Enzo Fernandez. Le joueur de Chelsea fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a aussi Lovro Majer, ancien joueur de Rennes, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Maintenant il joue du côté de Wolfsburg. Ou par exemple, tiens, José Sá, il fête aujourd'hui ses 31 ans, le gardien portugais de l'équipe de Wolverhampton. Et Borja Iglesias, attaquant légendaire de l'équipe du Betis Séville, fête aujourd'hui également ses 31 ans. On continue, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir sur les résultats de la journée d'hier, mardi. On commence tout d'abord avec le Mali qui rentre en lice pour cette compétition et joue contre l'Afrique du Sud et ça passe pour les Maliens. Une victoire 2-0. Amari Traoré, premier buteur du match, et Sinayoko, le deuxième buteur du match. Et les deux buts ont été inscrits en 6 minutes d'intervalle, on va dire. Et voilà, donc le Mali rentre parfaitement bien sûr dans cette compétition. Donc les statistiques de la partie, donc les stats sont plutôt équilibrés. Donc 16 tirs pour le Mali, 12 pour l'Afrique du Sud, mais c'est les tirs cadrés surtout qu'on regarde. Donc 7 pour le Mali, 6 pour l'Afrique du Sud. Et les Maliens ont été beaucoup plus efficaces que l'équipe de l'Afrique du Sud. Et encore un ancien de la Ligue 1 qui s'illustre en ce début de la CAN, Amari Traoré, l'ancien capitaine de Rennes, vient d'ouvrir le score pour le Mali. On sait que les joueurs de Ligue 1 actuellement, du côté de la CAN, sont plutôt performants. On avait parlé des joueurs messins du côté du Sénégal, ou même les joueurs marseillais du côté du Sénégal qui avaient été décisif lors de la victoire du Sénégal 3-0. Lui les gars, c'est un ancien joueur de Rennes, capitaine. La saison dernière il a été buteur, c'est lui qui a marqué le premier but hier lors de cette rencontre entre ces deux équipes. Donc félicitations bien sûr à Amari Traoré. Toujours tient avec cette équipe du Mali. Donc le Mali n'a perdu qu'un seul match en Coupe d'Afrique des Nations dans le temps réglementaire depuis janvier 2017. C'était face à la Côte d'Ivoire en 2019. Pour vous dire, c'est une équipe qui perd très très peu, cette équipe malienne. Toujours sur ce match, donc ça aurait pu avoir un tout autre scénario si l'Afrique du Sud aurait marqué ce penalty tiré par Persito. Donc il a transformé pour le 15 d'Afrique du Sud. C'est vrai que là c'était pas du rugby parce qu'il fallait cadrer, et le problème c'est qu'il a pas du tout cadré. Il a tiré au moins 5-6 mètres au-dessus de la barre transversale. Dommage parce qu'il y avait 0-0 au bout de 18 minutes de jeu. Donc là l'Afrique du Sud aurait pu mener au score et la donne aurait été totalement différente. On va voir cette supportrice totalement choqué bien sûr après le penalty totalement foiré du joueur de l'Afrique du Sud. L'autre match dans la même poule que le Mali et l'Afrique du Sud, c'est entre la Tunisie et la Namibie. Et là, énorme surprise, les Tunisiens, n'oubliez pas, cette équipe avait battu comme l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Bref, donc ils commencent très mal avec une défaite 1-0. Donc ils ont pris un but de Otto en toute fin de match à la 88e minute de la rencontre. Donc ça c'est pas du tout bon pour la Tunisie qui affrontera le Mali samedi. Ça sera le gros choc on peut dire. Bon bref, les statistiques de la partie. Donc la Namibie a eu plus de tirs cadrés. Voilà, peut-être la Tunisie a un peu plus la possession de balle, mais c'est bien les occasions, tout ça. Et les buts qui font la différence. Et la Namibie a été plus efficace que les Tunisiens. Donc la Tunisie a une surprise d'entrée. C'est vrai que dans ce début de CAN, on va en parler, il y a déjà des grosses sélections qu'on soit été accroché ou soit même perdu leur premier match. La Tunisie fait partie de cette équipe qui était pourtant favorite, on va dire, sur cette partie-là, qui s'est inclinée tout simplement. Et vainqueur face à la Tunisie, donc la Namibie a remporté tout simplement hier soir le premier match de leur histoire dans une CAN. Jamais ils avaient gagné le moindre match. Ils avaient fait quelques matchs nuls, beaucoup de défaites, mais jamais une victoire. Ça y est. C'est maintenant dans leur palmarès, première victoire, ça sera contre la Tunisie. Ça restera gravé, on peut dire, dans la mémoire des supporters de cette équipe. Le meilleur joueur du match, le MVP, donc c'est Daniel Otto, l'unique buteur du match à la 88e minute de la rencontre. C'est lui qui remporte ce prix du MVP de la partie. Et le sélectionneur tunisien, après cette défaite, donc il a dit, il y a déjà eu des pays qui ont perdu leur premier match et ont performé par la suite. C'est vrai que si on prend en compte, l'Argentine a perdu son premier match lors de la dernière Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite. Elle est devenue championne du monde à la fin, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours mieux de commencer avec une victoire qu'une défaite. Mais c'est pas que tu as perdu le premier match que tu vas faire une mauvaise compétition. Mais bon, là, il n'y aura pas le choix. Contre le Mali, la samedi, ils devront absolument s'imposer. Même un nul, ce ne serait pas mon résultat. Je prends l'exemple aussi de l'Espagne qui avait fait pareil en 2010. Ils avaient perdu leur premier match contre l'équipe suisse en match de poule. Ils avaient gagné la Coupe du Monde 2010. Donc voilà, maintenant, c'est ce qu'on espère. Bien sûr, un côté tunisien, c'est que cette première défaite, en gros, que ça soit le déclic de l'équipe. Et après, bien sûr, qu'il y ait des résultats pour aller le plus loin possible. Du coup, ce groupe E, donc le classement, donc c'est simple. Les équipes qui ont gagné sont devant. Donc le Mali, la Namibie devant. Et l'Afrique du Sud et la Tunisie derrière. Donc voilà.
Mali, Tunisie, prochaine journée, et Namibie, Afrique du Sud. Ça sera également samedi. On continue, il y avait également un autre match, donc le Burkina Faso contre la Mauritanie, et là aussi un but inscrit très tard dans le match, donc là 1-0, c'est Bertrand Traoré, ancien joueur par exemple de l'équipe de Lyon, il a été buteur à la 96e minute de jeu sur penalty, donc voilà, 3 points très importants pour le Burkina Faso pour se qualifier bien sûr pour les huitièmes de finale, donc ça s'est joué vraiment en toute fin de match, 4-16, voilà, il restait plus rien du tout, donc les stats sont quasiment pareils, 5 tirs cadrés pour le Burkina Faso, 4 tirs cadrés pour la Mauritanie, c'est le Burkina Faso sur ce tir au but en toute fin de match, voilà, qui prend les 3 points dans ce classement. Donc l'autre match dans la même poule, bon ça c'est pas joué hier, c'était plutôt avant-hier, donc c'était, souvenez-vous, entre l'Angola et l'Algérie, il y a eu un partout, donc là c'est simple, Burkina Faso, seule équipe à regagner, 3 points, Angola, Algérie 1 point, et la Mauritanie 0 point, donc voilà, concernant ce classement de ce groupe D. Toujours avec cette CAN, comme j'ai dit les gars, il y a quand même des surprises, on va pas se mentir, donc c'est impressionnant comment les gros sont mis en difficulté dans ce début de CAN, donc il y a des équipes qui ont fait des nuls, comme en grosse équipe, je parle du Nigeria, de l'Égypte, du Cameroun, même de l'Algérie, il y a même eu pire, des défaites comme le Ghana et la Tunisie, seule la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'en sortent très bien, peut-être le Mali aussi avec cette victoire 2-0, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été accrochés pour vous montrer vraiment que cette CAN est très relevée, il n'y a pas de petite équipe les gars, c'est toutes des équipes très coriaces, et regardez, ça c'est le stat, le montre très bien. Le programme aujourd'hui, donc c'est les 2 derniers matchs pour cette première journée. Après, on basculera déjà sur la deuxième journée des phases de poule. Donc aujourd'hui, tiens, le Maroc, le dernier demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, reçoit, enfin, pas reçoit parce que c'est pas au Maroc, mais voilà, jouera contre la Tanzanie à 18h et la RDC contre la Zambie. On parlera bien sûr de ces 2 résultats demain quand les matchs seront joués. On va parler aussi de la Coupe d'Asie, on parle aussi de cette compétition. Donc hier, tu avais l'entrée en liste de l'Arabie Saoudite contre le Oman. Et tu as un peu le même résultat que contre l'Argentine, qu'ils avaient fait le premier match qu'ils avaient joué en Coupe du Monde. C'était l'Arabie Saoudite, l'Argentine, ils ont gagné 2-1. Là, c'est la même chose, les gars, même entrée en liste, même résultat pour eux. Et leur deuxième but était inscrit à la 90, plus 9 minutes de temps additionnel. Donc là, vraiment, il n'y avait plus rien. Déjà tout à l'heure, on parlait de Bertrand Traoré, 96e. Là, c'est 99e minute de jeu. Et du coup, victoire 2-1 des Saoudiens qui rentrent parfaitement. Donc n'oubliez pas que l'entraîneur c'est Roberto Mancini, l'ancien entraîneur de l'Italie qui avait quitté son poste italien pour aller prendre cette sélection de l'Arabie Saoudite parce que niveau financièrement il touche beaucoup plus que ce qu'il touchait du côté de l'Italie. Donc voilà, il rentre parfaitement dans cette compétition, le pays saoudien. Il y a aussi la Thaïlande contre le Kyrgyzstan, 2-0 pour le Thaïlande. Pour Thaïlande avec le doublé de Shedet. Bon, je connais pas le joueur, mais voilà, eux aussi rentrent parfaitement, bien sûr, dans cette Coupe d'Asie. Aujourd'hui, 2 rencontres, Liban contre la Chine, c'est à 12h30, et le Tadjikistan contre le Qatar à 15h30. C'est déjà la deuxième rencontre pour le Qatar, ils ont gagné leur premier match, le match d'ouverture. N'oubliez pas que ça se déroule au Qatar, cette Coupe d'Asie. Donc voilà, 2 rencontres aujourd'hui, on parlera des 2 résultats demain. On revient nous en Europe, on va parler aussi de matchs de club, parce que ça joue aussi. On va parler tout d'abord de la Coupe du Roi, et le FC Séville, les gars, mal en point en Liga, le FC Séville s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi ce mardi en s'imposant sur le terrain de Retafe 3-1. Sergio Ramos a ouvert le score, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on sait que son nom au classement, il avait 15 ou 16e de Liga, mais voilà, Coupe du Roi, peut-être une compétition qui peut peut-être vraiment avoir objectif d'aller le chercher. N'oubliez pas que s'ils gagnent cette Coupe du Roi, ils seront qualifiés pour l'Europa League, et donc alors par rapport aux championnats, ils n'arriveront pas parce qu'ils sont 16e du classement, donc ce sera compliqué d'accrocher les places européennes. Donc voilà, peut-être c'est l'objectif de Séville de se qualifier, de gagner cette Coupe du Roi pour jouer l'Europa League, en plus une compétition qu'ils adorent, on le sait. Donc Ramos, 37 ans, survole tout le monde pour ouvrir le score pour Séville, et du coup ça fait but de SR4, légendaire bien sûr, genre légendaire, et aussi une victoire 3-1 de l'équipe du FC Séville. Pourtant ils ont été dominés, regardez, Retafe les gars c'est 16 tirs, Séville les gars c'est 5 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Bon, pour un coup qui soit efficace, on prend bien sûr du côté de Séville. Il y a aussi Bilbao qui joue contre Alaves, et Bilbao ça passe aussi, une victoire 2-0. Eux aussi se qualifient pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi. Le programme aujourd'hui, 3 rencontres, Valence, Celta Vigo, Osasuna, Real Sociedad et Gérone contre le Rayo Vallecano. Donc il restera encore 2 matchs demain. Le Barça à 19h30 jouera contre une équipe de Détroit espagnole, et à 21h30 demain soir, n'oubliez pas, c'est à 21h30. Le Real contre l'Atlético, ça sera l'Atlético Madrid le match. Voilà, pour vraiment avoir toutes les affiches des 8e de finale. Et juste nous, on va parler du match en plein milieu, là, à 21h, Osasuna, Real Sociedad. Real Sociedad, futur adversaire du PSG, là, dans moins d'un mois. Mais on va parler de ce joueur alors qu'il avait déclaré forfait pour la CAN à cause d'une blessure au genou. Umar Sadiq est finalement présent dans le groupe de la Real Sociedad pour affronter Osasuna en coupe ce soir, pour le match là, que j'ai dit là, contre Osasuna. Donc j'avais dit il y a quelques jours
Coup dur pour le Nigeria, encore un forfait. Après celui de Victor Boniface, c'est ce joueur, les gars, forfait, blessé. On peut voir blessé peut-être, mais soit il est présent dans le groupe. Donc il a pu s'entraîner ces derniers jours. Et peut-être soit on peut même le voir jouer. Alors qu'il est annoncé comme son forfait avec le Nigeria pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est plutôt étrange, on va dire. On continue, les gars, on va parler d'une autre coupe, la FA Cup, donc la coupe anglaise. Donc tout d'abord, West Ham est éliminé de la FA Cup au stade des 32e de finale. Grosse désillusion pour l'équipe de David Moyes. Donc ça a été match retour parce que lors du match aller 32e de finale, n'oubliez pas qu'il y avait eu un partout. Et quand il y a un match nul en FA Cup, donc il y a un match retour, mais cette fois-ci dans l'autre équipe, dans l'équipe qui se déplaçait pour le match aller. Du coup, c'est Bristol qui recevait. Bristol, là, s'est imposé 1-0. Et du coup, Bristol se qualifie. West Ham déjà éliminé de cette FA Cup. Et sur ce match, les gars, Saïd Benrahma a pisté par l'OM et Lyon, on parlera tout à l'heure, a écopé d'un carton rouge ce soir pour un très vilain geste. Il était par terre, on peut voir sur le dos. Il a mis un gros coup de crampon avec ses pieds sur le torse du joueur de Bristol. Carton rouge direct pour le joueur algérien, vraiment qui mérite totalement son rouge. Il n'avait pas à faire ça. Wolverhampton, ça passe aussi contre Brentford au match aller. Il y avait eu un partout. Donc du coup, le match retour cette fois-ci, c'est à Wolverhampton. Là, la victoire 3-2 après prolongation. Voilà, parce que là, il fallait vraiment un vainqueur. Il n'y avait pas à avoir encore un troisième match pour savoir qui allait gagner. Donc là, il y a eu prolongation. Et c'est Wolverhampton qui a été la meilleure équipe. Les autres résultats... Luton Town se qualifie également, 2-1 du côté de Bolton. Birmingham se qualifie en éliminant l'équipe de Hull City. Ou par exemple, tout en bas, Newport, les gars, ça impose 3-1 du côté de Hanks Lane. Et du coup, avec cette victoire, les gars, ils joueront le tour suivant en 16e de finale et ils joueront contre Manchester United, parce que Manchester était déjà qualifié, vous avez déjà gagné leur match sur le match sec, pas besoin d'un match retour. Du coup, cette équipe de 4ème division affrontera l'équipe de Manchester United en 16e de finale. Le programme aujourd'hui de la FA Cup, donc là aussi, c'est des matchs où il y avait eu match nul lors de la semaine dernière, donc là c'est les matchs retour, là il faut un vainqueur. Par exemple, il y a un duel en 100% Première Ligue Everton contre Crystal Palace, il y avait 0-0 lors du match aller, donc là ce soir il faut un vainqueur pour savoir qui se qualifiera pour les 16e de finale de cette FA Cup. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie, donc là c'était pas de la Coupe d'Italie mais du championnat, et la Juventus Turin jouait hier soir plutôt du côté de Turin contre Sassuolo, et la Juventus sans souci une victoire 3-0. Chiesa, un buteur en fin de match, et Vlahovic doublé pour lui, 15e et 37e minute de jeu, donc parfait, 3-0 pour la Juventus Turin, 12 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc là Sassuolo, c'est quelques tirs, 4 tirs cadrés, un de moins que la Juve, mais la Juve beaucoup plus efficace que l'équipe de Sassuolo. Et la Juve, les gars, ça fonctionne bien cette saison, ils sont quand même à 17 matchs d'affilée sans défaite. La dernière défaite, les gars, remonte le 23 septembre dernier. On est quand même on est quasiment le 23, on est le 17 là, mais dans 4 jours on sera le 23 janvier, donc ça fera quasiment 5 mois à peu près, si mes calculs sont bons, entre 5 ou 4, bref je compte pas, mais qu'ils n'ont pas perdu. Voilà, pour vous dire que actuellement c'est une équipe vraiment qui tourne très très bien, la Juventus Turin, et surtout vu qu'ils ne jouent pas de coupe européenne cette saison, c'est pour ça qu'ils peuvent se concentrer à 100% sur le championnat. Et on va parler de Vlahovic qui a inscrit un doublé. C'est vrai que sur ses 4 derniers matchs de Serie A, il a inscrit 4 buts et 2 passes D, en grande forme, l'attaquant serbe. Et du coup la Juve avec cette victoire recolle un peu à l'Inter, reste au contact de l'Inter, à l'Inter toujours 2 points d'avance, 51 points pour l'Inter, 49 pour la Juve. Voilà, bon après il y a un creux parce qu'on passe à 42 points pour l'AC Milan, donc là il y a 7 points de retard bien sûr de l'AC Milan sur la Juve, donc Sassuolo qui a perdu à la 14e position. Et Allegri, les gars, le coach de la Juve, à propos de la course au Scudetto, donc pour remporter le championnat entre l'Inter et la Juve, il a dit: c'est comme les gardes et les voleurs, les gardes poursuivent et les voleurs s'enfuient, s'il y a quelqu'un en tête, il est normal que les autres courent derrière. Donc voilà, par rapport à cette lutte, peut-être le titre va se jouer entre l'Inter et la Juventus, même s'il reste encore pas mal de journées. On en est seulement la 20e, on peut voir toutes les équipes ont joué 20 matchs, en tout il y en a 38 de journées, donc encore 18 journées, donc tout peut bien sûr arriver. On continue, les gars, on va parler d'une triste nouvelle qu'on a appris hier, tout simplement. Donc le Hertha Berlin annonce que son président Kai Bernstein est décédé tragiquement à l'âge de 43 ans. Les causes du décès sont inconnues pour le moment. On ne sait pas comment il est décédé. Il est en fonction depuis 2022, depuis 2 ans. Paix à son âme, on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci de la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Ça parle de Toulouse. Voilà, donc le TFC, une vente entre amis américains
américain. Donc les New-Yorkais de Red Bull Capital Partners seraient prêts à céder le Toulouse Football Club à leur ancien collaborateur d'Otro Capital. Voilà, donc ça va changer de propriétaire du côté de Toulouse. N'oubliez pas que les Red Bull Capital, c'est les mêmes propriétaires aussi que l'AC Milan. Donc voilà, ils vont lâcher quand même l'équipe de Toulouse. Donc l'officialisation devra arriver dans plusieurs jours, voire semaines, tout dépend, parce que ça prend peut-être du temps, bien sûr, à changer de propriétaire. Donc Damien Comoli, qui est le président du club, pas le propriétaire, mais le président, restera cependant président de cette équipe du TFC. On continue les gars, on va parler d'une nouvelle recrue du côté de l'Olympique de Marseille. J'en ai parlé hier, j'ai dit que Douag, le joueur écossais de l'AS Vérone qui devait venir à Marseille, du coup ça avait capoté parce que son équipe préférait le vendre à Sassuolo. Et du coup il fallait trouver un défenseur gauche urgent du côté de Marseille. C'est lui pour remplacer Renan Lodi qui va signer du côté de Al Hilal. Et c'est Ulysse Garcia à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est fait, regardez, Garcia numéro 6 avec Longoria. Donc nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Donc lui c'est un international suisse, un défenseur gauche, il a 28 ans. Il rejoint cette équipe de Marseille. Il arrive des Young Boys de Berlin, cette équipe suisse. Donc prix du transfert, donc déjà contrat de 4 ans et demi, et entre 3 et 4 millions d'euros plus bonus. Voilà ce qu'a déboursé l'Olympique de Marseille pour s'offrir son nouveau défenseur gauche. Toujours du côté de l'OM aussi un joueur, donc lui c'est officiel, on a pu voir. Lui c'est très très chaud. Donc c'est Faris Moumbagna va signer à l'Olympique de Marseille. Donc l'attaquant international camerounais de Bodo Glimt va signer 4 ans et demi pour 8 millions d'euros du côté de l'OM. Donc 15 buts cette saison en 28 matchs de championnat norvégien. Voilà, il joue du côté de Bodo Glimt. 15 buts en 28 matchs, c'est pas mal quand même comme ratio. On peut rajouter aussi 5 passes décisives du côté du championnat norvégien. Et ce joueur, cet attaquant camerounais, devrait débarquer du côté de Marseille aujourd'hui, demain, vraiment, voilà, c'est imminent son transfert. Donc c'est un attaquant, donc ça ramènerait encore un attaquant du côté de l'OM. Et du coup, on pourrait faire les frais, les gars. C'est Vitinha qui est fragilisé avec la venue du joueur Faris Moumbagna. Des clubs ont manifesté un intérêt pour le Portugais. Il ne sera pas retenu par l'OM en cas de belle offre. Donc voilà, bon, je ne sais pas s'il y a un 30 millions d'euros, mais pas que Marseille va acheter 32 millions d'euros. Donc Marseille, on pense s'ils le vendent, espèrent récupérer ce qu'ils avaient investi. N'oubliez pas que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, 32 millions d'euros. Donc voilà, si une très belle offre arrive, il pourrait être vendu. Vitinha, vu qu'un nouvel attaquant va débarquer du côté de Marseille. C'est vrai que ça va faire beaucoup, si en plus il y a Aubameyang en plus. Donc il y en a beaucoup bien sûr qui vont être sur le banc. Donc voilà, il va falloir faire des choix. Toujours avec l'OM a décidé d'avancer ses pions sur la piste Saïd Benrahma qu'on a parlé tout à l'heure avec son carton rouge qu'il a pris hier soir. Bref, donc là on parle mercato. Donc il s'agit d'un prêt avec option d'achat, refus catégorique de West Ham qui a refusé de lâcher son joueur. Donc Lyon, Brentford et Wolverhampton gardent un œil sur le dossier. Bon après c'est pas non plus on peut dire pour Marseille, mais il va falloir améliorer l'offre parce que pour l'instant ça ne convient pas du tout à l'équipe de West Ham. Et quand Daniel Riolo s'exprime sur les recrues de l'OM, donc Onana, Garcia et Moumbagna, donc le joueur aussi qu'on a parlé juste avant, il a dit, c'était hier soir dans son émission l'After Foot, là, ça va être très difficile de trouver un recruteur, donc un scout c'est un recruteur qui dit du bien de ces trois-là, de ce qu'on me dit, c'est ultra flippant. Voilà les recrues là, bon moi c'est vrai que je les connais pas trop ces joueurs-là, et il dit que voilà, c'est plutôt très léger quand même pour une équipe comme Marseille. C'est trois joueurs qui viennent renforcer l'équipe là pendant ce mercato hivernal. On va parler cette fois-ci de Lyon, et Lyon là vraiment va réaliser un très gros coup et c'est quasiment fait les gars. Donc Lyon va signer Gift Orban, l'attaquant nigérian de la Gantoise, pour 13 millions d'euros, très beau coup. Donc ce joueur souvent que je parle en plus parce qu'il a des très belles stats les gars, meilleur buteur de l'Europa Conference League, auteur de 32 buts en 52 matchs avec la Gantoise depuis ses débuts avec le club belge. 32 buts en 52 matchs, donc plus d'un but, quasiment un buteur tous les 2 matchs à peu près, même plus. Donc voilà, ce joueur-là devrait signer du côté de Lyon pour 13 millions d'euros, il a seulement 21 ans. Donc voilà, c'est exceptionnel vraiment ce que va faire l'équipe de Lyon. Donc c'est un joueur qui pourrait ramener beaucoup de bien sûr dans le secteur offensif lyonnais. Toujours avec l'équipe de Lyon, cette fois-ci un départ. Donc Mamadou Sarr va être prêté par Lyon à Molenbeek jusqu'à la fin de la saison, mais pas que Lyon et Molenbeek, ils ont le même propriétaire, John Textor, qui est aussi Botafogo du côté du Brésil. Donc voilà, c'est pour ça que ça facilite les échanges entre Lyon et Molenbeek. Voilà, ce joueur devrait partir en Belgique. Tiens, toujours du côté de Lyon, parce que Sarr va quitter le club et ce joueur devra arriver. Discussion en cours entre le Fenerbahçe et Lyon pour Ismaël Yüksek. Donc c'est un joueur du Fenerbahçe qui devrait débarquer du côté de Lyon, bien sûr, si un accord est trouvé. On va parler aussi de Valentin Rosier. Tiens, j'en avais parlé hier, j'ai dit que c'était imminent son arrivée du côté de Nice. Regardez, le Here We Go maintenant de Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est imminent. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, ça sera officiel. Le défenseur droit français devrait revenir du côté de la Ligue 1. Toujours pas d'accord entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich pour un prêt de Nordi Mukiele. On sait que le Bayern le veut. Néanmoins, les deux clubs sont toujours en négociation. Après, on est le 17
17 aujourd'hui, 17 janvier, le mercato ouvert jusqu'au 1er février prochain, donc il reste encore pas mal de jours, 14 jours de mercato, donc tout peut arriver, un accord peut être trouvé en l'espace de quelques heures, mais pour l'instant, toujours pas d'accord entre le PSG, le Bayern et Mukele. Le Stade Rennais a formulé une offre de prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros pour Aurel Mangala, Luka Touzar, Bontarenko, Pierre Lesmelou et Azor Matusiwa sont d'autres pistes au milieu de terrain. Voilà, mais il y a ce joueur aussi qui est une option, on peut dire, pour l'équipe de Rennes pour remplacer Matic. Et aussi Lesmelou qu'on a parlé, là, on peut voir son nom là, sur la première ligne. Et un accord trouvé entre le Stade Rennais et Pierre Lesmelou, le président brestois est furieux de la démarche de son rival breton, parce que ça peut la rivalité Rennes et Brest. Et voilà, eux, ils ne veulent pas lâcher leur meilleur joueur Brest, en plus son 3e de Ligue 1. Pas non plus en grande partie grâce à lui, mais il fait partie, bien sûr, de la bonne forme de Brest, Pierre Lesmelou. Et bien sûr, ce sera un gros coup dur pour Brest de lâcher quasiment son meilleur joueur. Arsenal est en discussion avec le Beşiktaş pour un éventuel transfert de Cédric Soares. Le Portugais est en fin de contrat avec le Gunners en juin prochain. Et voilà, il intéresse tout simplement l'équipe du Beşiktaş. Auteur de 11 buts et 8 passes D en Bundesliga la saison dernière, Geraldo Becker est sur le point de quitter l'Union Berlin pour s'engager avec la Real Sociedad. C'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc on peut penser que c'est fiable. Donc s'il venait à rejoindre la Real Sociedad, donc il pourrait potentiellement jouer contre le Paris Saint-Germain en Champions League voilà, dans quelques semaines. Cyril Ngonge à Naples, here we go. Donc l'attaquant belge va quitter l'Hellas Vérone contre 18 millions d'euros et débarquer du côté du Napoli. Pour amener un peu de concurrence, on peut dire, à Victor Osimhen, même si Osimhen bien sûr sera toujours le titulaire, donc voilà, ça a amené, on peut dire, son remplaçant. Officiel, tiens, l'ancien parisien Serigou quitte l'OGC Nice, il est à Nice, et s'engage à Fatih Karagümrük, donc une équipe turque, voilà, c'est officiel, on lui souhaite bonne chance bien sûr au gardien italien. Tiens, en parlant Italie, donc là cette fois c'est un ancien joueur italien, donc Daniel De Rossi, c'est officiel, est le nouvel entraîneur de l'AS Roma, parce que pour ceux qui ne savent pas, parce que je l'ai dit hier dans l'After Zap Image, donc José Mourinho, les gars, il était licencié de son poste d'entraîneur de l'AS Roma, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, voilà, dans la foulée, Daniel De Rossi, légende du côté de l'AS Roma, en tant que joueur, il a fait toute sa carrière à l'AS Roma. C'est lui maintenant le coach de cette équipe. Donc il est coach jusqu'à la fin de saison, contrat de 6 mois, on peut dire, pour Daniel De Rossi. Donc il a 40 ans, c'est le nouvel entraîneur de l'AS Roma. Donc l'Italien signe jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la Louve. C'est sa 3e expérience au bord du terrain, la 2e en tant qu'entraîneur principal. Voilà, donc voilà. Bonne chance à lui, en plus il va entraîner l'équipe, son équipe de cœur, l'équipe de l'AS Roma où il a joué tout au long de sa carrière. Bonne chance à lui. Et concernant Mourinho, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi hier l'After Zap Image, n'oubliez pas, c'est une de mes chaînes secondaires où je donne aussi plein d'autres infos. Et n'oubliez pas que Mourinho, les gars, c'était 138 matchs du côté de l'AS Roma, on peut voir 68 victoires, 30 matchs nuls, 40 défaites, 49% de victoires. Il a gagné la Conference League et a été finaliste de l'Europa League, perdu contre West Ham. C'était lors de la dernière finale de l'Europa League, il y a quelques mois. Donc voilà son bilan. Donc la Roma n'avait pas atteint une finale européenne depuis 31 ans et elle n'en avait jamais remporté une jusqu'à l'arrivée de José Mourinho. Il les a amenés 2 fois en finale consécutive lors de ses 2 premières saisons. C'est vrai qu'il y a 2 fois entraîneur et 2 fois il a amené l'AS Roma en finale. Et malgré ça, les gars, il a été viré tout simplement de son poste d'entraîneur. Rappelons que Mourinho est le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 3 compétitions européennes, Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League, la LDC. Bon, il a remporté, je ne sais plus, il a remporté avec qui, l'Inter, je crois qu'il est, bien sûr, c'était le coach. L'Europa League, il l'a remporté avec Manchester United, si je ne me trompe pas, et l'Europa Conference League avec l'équipe de l'AS Roma. Il était très ému, très déçu, très dégoûté, on peut dire. Voilà, Mourinho très ému au moment de faire ses adieux à des supporters de l'AS Roma, quand il avait quitté le centre d'entraînement de l'AS Roma pour quitter cette équipe tout simplement. Et Mourinho brise le silence après son départ de l'AS Roma. Sur son compte Instagram, il a mis sueur, sang, larmes, joie, tristesse, amour, frère, histoire, cœur, éternité. Il a juste marqué ces mots-là sur sa dernière publication Instagram parce que il est très déçu parce que lui il voulait aller jusqu'à la fin de son contrat. C'était en fin de saison, c'est la fin de son contrat d'entraîneur. La branche italienne de Ryanair chambre José Mourinho après son départ de l'AS Roma. Il se dit embarquement immédiat pour José Mourinho. Dernier appel pour José Mourinho. Ton vol en partance de Roma à destination de n'importe où embarquera prochainement porte 3A. Voilà ce qu'ils ont pu mettre. Ryanair qui est une société aérienne, on peut dire, d'avion. Donc voilà, par rapport à l'avion
de Mourinho qui est prêt bien sûr pour qu'il fasse ses valises et qu'il quitte bien sûr Rome. Et maintenant qu'il est libre, où est-ce qu'il pourrait filer bien sûr Mourinho, parce qu'on pense qu'il ne va pas rester longtemps sans club, voilà, ça reste quand même un très grand coach, on sait. Donc je pense qu'il aura pas mal d'options. Il aura pourquoi pas des clubs saoudiens qui peuvent s'intéresser à lui, s'il veut toucher un gros salaire. Je pense que là-bas ça peut être le jackpot. Pourquoi pas en MLS, il peut retrouver une équipe anglaise. Il a déjà entraîné Chelsea, il a déjà entraîné, qui Tottenham, je crois. Il a entraîné Manchester United. On pense qu'une équipe peut également être intéressée. En MLS, voilà, il aura pas mal d'options, bien sûr, José Mourinho. Et on pense qu'il va prendre très rapidement une future équipe. On va parler aussi de Xavi, les gars. Donc l'entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, se bat pour garder les joueurs à l'écoute alors qu'une partie de l'équipe première, donc du Barça, perd confiance en lui, ont déclaré plusieurs sources à ESPN. Plusieurs joueurs remettent en question l'approche de l'équipe depuis un moment. C'est que le Barça, en plus avec cette défaite qui a fait beaucoup de mal contre eux. Le Real Madrid, en plus, c'est une humiliation, un 4-1, c'est pas une défaite 2-1 à l'arraché, non, c'est une défaite 4-1 où le Real a été bien meilleur que le FC Barcelone, dimanche soir. Et du coup, maintenant, il y a plein de joueurs qui, en gros, on a l'impression qu'ils sont en train de lâcher Xavi, leur coach. Et Xavi, les gars, le beau geste, s'il venait à quitter le club, parce que, attention, actuellement, il est toujours coach du Barça, mais attention, demain, je coach une D3, si élimination demain. C'est sûr à 100% les gars qui se fait éliminer, qui se fera virer dans la foulée, bref. Donc s'il venait à se faire virer, que ce soit demain ou le prochain match, n'oubliez pas qu'il joue à Betis Séville, prochain, ça sera en Liga, ça sera compliqué. Donc le beau geste, c'est un article de Foot Mercato, je ne vais pas tout lire, mais donc en cas d'échec, donc ça croit savoir que Xavi remettra son destin entre les mains de son président. Donc il prendra aussi la décision de démissionner et non pas d'attendre d'être viré, parce que c'est pas la même chose quand tu démissionnes, c'est-à-dire que tu touches pas d'indemnité de licenciement, tu touches rien, que si tu te fais virer, voilà, tu es licencié, là tu touches des indemnités de licenciement, c'est-à-dire que le club te paye encore les mois qui te restaient en contrat. Donc en gros, voilà, le beau geste, ce qu'il ferait, c'est qu'il ne mettrait pas encore le Barça encore plus dans la galère. On sait déjà le Barça, il a déjà le finance dans le rouge, donc en gros il poserait sa démission pour que le club ne lui verse rien du tout. Vous avez compris. Donc ce serait le beau geste qu'il pourrait faire s'il venait être licencié là dans les prochains jours. On verra, parce que là actuellement il y a vraiment les prochains matchs du Barça, c'est qui tout double pour Xavi, l'entraîneur blaugrana. À la recherche d'un défenseur central lors de ce mercato hivernal, Naples a entamé des négociations pour recruter le français du Red Bull Salzbourg, Oumar Solet. Voilà, ce défenseur sous-côté, très bon joueur, les gars. Et Naples serait très intéressé pour l'avoir. Victor Gyökeres, qui est sensation du côté du Sporting, ne devrait pas quitter le Sporting Portugal durant le mercato hivernal. Le seul moyen serait donc de faire sauter sa clause libératoire fixée actuellement à 100 millions d'euros. C'est une équipe qui le voulait là sur ce mois de janvier. Pour rappel, l'attaquant de 25 ans inscrit 20 buts et délivré 10 passes dès cette saison. C'est quand même, les stats sont quand même exceptionnels pour cet attaquant suédois. On va parler aussi de Giovanni Reyna, joueur de Dortmund qu'on n'entend pas trop souvent parler parce qu'il joue peu. Donc il est déterminé à quitter le Borussia Dortmund en janvier, a déjà été proposé au meilleur club européen, ont indiqué des sources ESPN. Donc les clubs espagnols sont particulièrement intéressés, notamment Séville, le FC Séville, la Real Sociedad aussi, deux clubs fortement intéressés par le joueur américain. On va parler aussi de Jordan Henderson et grosse info parce que c'est imminent, seulement 6 mois après son arrivée en Arabie Saoudite, Jordan Henderson va déjà quitter l'équipe de Al Ettifaq où c'était le capitaine de cette équipe. Le milieu anglais va résilier son contrat pour revenir en Europe et rejoindre normalement l'Ajax Amsterdam. Ça doit être officiel, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Voilà, c'est imminent. Donc voilà, seulement 6 mois après son arrivée, il devrait déjà quitter cette ligue saoudienne, l'ancien capitaine quand même de l'équipe de Liverpool. On revient les gars, 6 ans jour pour jour en arrière. Ronaldinho, le légendaire joueur brésilien, prenait sa retraite sportive. Il annonçait dans un communiqué qu'il arrêtait sa carrière. Donc n'oubliez pas qu'il a remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, 2 fois la Liga, une Serie A, une Copa Libertadores, une Copa América et une Coupe des Confédérations. Donc immense palmarès bien sûr pour le légendaire Ronaldinho, lui qui a joué du côté de l'AC Milan, au Barça, au Paris Saint-Germain bien sûr, ou bien sûr avec la sélection brésilienne. Tiens, on va parler aussi d'un ancien joueur du Barça, Neymar. Donc on sait que Messi et Suarez sont à l'Inter Miami. On peut voir qu'une fan de l'Inter Miami a pris une photo avec Neymar et avec le maillot de l'Inter Miami. Pourquoi pas, c'est avec Neymar actuellement à Hilal. Et imaginez les gars, on pourrait revoir peut-être ce trio la MSN reformulé du côté de Miami si Neymar venait à rejoindre cette équipe. C'est totalement jouable. Peut-être qu'il sait que ses amis Suarez et Messi sont là-bas, donc peut-être ça va lui donner envie. Pourquoi pas l'été prochain de rejoindre cette équipe américaine. Tiens, en parlant de Léo Messi les gars, donc Messi en tout il a marqué plus de 600 et quelques, je ne sais plus combien, 672 je crois buts exactement du côté du Barça, mais regardez, c'était il y a 14 ans quasiment jour pour jour, c'était le 16 janvier, parce qu'on peut voir 16 janvier, donc là on est 17, donc c'était hier exactement, donc il avait inscrit son 100e but du côté du Barça, on peut voir chaque date
Par exemple, quand il a inscrit son 300e but, c'était le 16 février 2013 où il avait inscrit son 300e but du côté du Barça. C'était un match contre Grenade. Et le 600e avait été inscrit le 1er mai 2019, un match de Ligue des Champions contre Liverpool. Donc j'ai dit, il a fini à 672, Léo Messi, de buts inscrits. Et c'est le meilleur buteur de l'histoire du football pour un seul club, Léo Messi, avec tous les buts qu'il a pu inscrire à Barcelone. Et toujours avec lui, donc hier on avait parlé qu'il avait remporté le trophée The Best et qu'il avait fini dans l'équipe type 2023, et c'est vrai que depuis 16 ans d'affilée, regardez, depuis 2007, la première fois qu'il était dedans, avec Drogba, Ronaldinho et lui tout à droite, là on peut voir Léo Messi, mais toutes les années qu'on suivi, 2008, 2009 jusqu'à 2023, à chaque fois il était dans l'équipe type, Léo Messi, donc c'est le seul bien sûr à avoir été autant de fois consécutivement dans une équipe type, voilà, donc félicitations bien sûr à Léo Messi. Et toujours avec lui, il y a une petite photo quand il était au PSG, quand il avait rencontré après un match du Paris Saint-Germain Ed Sheeran, un chanteur britannique, donc voilà, petite photo des deux. Tiens, on va parler du côté du PSG. Hier, il y avait la Fashion Week. Et regardez, il y avait qui? Donc, deux joueurs du PSG, enfin joueurs, ils sont souvent sur le banc. Donc, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa à la Fashion Week hier soir. Voilà, donc bon, avec des looks à eux, bien sûr, ils sont allés un petit peu habillés comme ils voulaient. Donc voilà ce que font ces deux joueurs qui jouent très très peu, qui touchent des gros salaires. Bon, et après ils font ce qu'ils veulent bien sûr de leur temps libre. Donc voilà des nouvelles de ces deux joueurs qui pourraient potentiellement quitter le PSG. Enfin surtout Hugo Ekitike, Kurzawa, je pense que ça va être compliqué. De toute façon il est en fin de contrat en fin de saison, puis il quittera le club l'été prochain. Officiel, Granit Xhaka est élu joueur suisse de l'année 2023. Félicitations à lui. Bon, je pense que c'est pas la première fois qu'il remporte ce prix. Donc félicitations à ce joueur qui joue actuellement du côté du Bayer Leverkusen, et c'est une grande réussite. On va parler de Griezmann qui parle de son amour pour l'Atlético Madrid devant la statue de Luis Aragonés après avoir battu son record. Luis Aragonés qui était l'ancien meilleur buteur des Colchoneros, et Griezmann l'a dépassé. Il a dit: je n'aurais jamais imaginé avoir cette conversation. Je te promets juste que je t'ai toujours admiré. Quand vous arrivez ici à l'Atlético, tout le monde parle de vous, de vos phrases, de vos valeurs, de l'emblème. Les supporters sont incroyables dans la façon dont ils soutiennent notre peuple et à quel point ils vous aiment. Vous devez avoir réalisé que l'esprit du Calderon donc est ici au Metropolitano, parce que sont ici ceux qui n'échouent jamais. Vous étiez déjà une légende lorsque vous jouez. Le temps nous dira si je le suis aussi. Bon, je pense qu'il est considéré comme une légende quand même, quand actuellement il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Bien sûr, il sera considéré comme une légende totale. Et Griezmann, il aura peut-être même sa statue comme Luis Aragonés, qui a sa statue là devant le stade. Mais ce que je sais, c'est que nous serons tous les deux supporters de l'Atlético pour la vie. Donc voilà, très beau message quand même de Griezmann, qu'il a pu dire à la statue, Luis Aragonés qui est décédé bien sûr. Donc voilà, un magnifique message. Et demain, n'oubliez pas que l'Atlético joue contre le Real Madrid, et le maillot spécial de l'Atlético en hommage à Antoine Griezmann, buteur de légende. Voilà, ça sera par rapport parce que lors du dernier match, c'était contre Madrid, souvenez-vous, c'était mercredi dernier, il y a une semaine, c'était en demi-finale de la Supercoupe. Bon, ils avaient perdu 5-3, mais il a été buteur dans le match, et il avait permis avec ce but de dépasser bien sûr le légendaire Luis Aragonés. Donc là, demain il aura ce maillot spécial là avec Grisou pour le match. Tiens, on va parler de Karim Benzema, porte plainte contre Gérard Darmanin contre diffamation. Le ministre de l'Intérieur l'avait accusé d'être en lien notoire avec les frères musulmans, une organisation islamique. Et voilà, donc du coup Karim Benzema avec son avocat, ils ont sorti un gros pavé et envoyé ça au tribunal. Il porte plainte tout simplement contre Gérard Darmanin par rapport à ses propos diffamatoires. Officiel les gars, Pierre-Emerick Aubameyang est élu joueur du mois de décembre en Ligue 1. Bon, c'est amplement mérité, on a le choix entre lui et Mbappé aussi. Et c'était qui le troisième? Je crois que c'était Minamino. Oui, je crois que c'était lui. Et c'est Aubameyang. Bon, Aubameyang, le gars, il était très performant au mois de décembre. 5 matchs, il a marqué 4 buts, 4 passes D. Par exemple, Mbappé, c'était 5 matchs, mais seulement... Enfin, déjà pas mal 4 buts, mais 0 passes D. Donc voilà, logiquement, Aubameyang remporte ce prix du meilleur joueur du mois de décembre. Félicitations à lui. Officiel, plus de 4359 supporters rennais se déplaceront en parkage à San Siro. Le match est prévu le 15 février prochain. N'oubliez pas que le 14, par exemple, sera mercredi soir. Le PSG recevra la Real Sociedad, ce sera mercredi, donc un match de Ligue des Champions le soir. Et le lendemain, le jeudi, il y aura ce match Milan AC contre Rennes. Il y aura plus de 4359 supporters rennais, c'est énorme. Donc le parkage visiteur sera complet, il n'y a plus de place à vendre. Donc voilà, ils ont tout trouvé preneur en gros ces places dans ce stade mythique bien sûr, San Siro. André Onana assume 100% son choix, qu'il continue à me critiquer. C'est comme choisir entre son père et sa mère. Voilà, entre Manchester United et l'équipe du Cameroun, parce qu'on sait qu'il n'a pas pu jouer le premier match parce que la veille il avait joué contre Tottenham et c'était compliqué pour qu'il joue le Cameroun le premier match de la CAN. Donc il a dit en gros il assume totalement son choix de ne pas avoir disputé bien sûr la première rencontre avec sa sélection.
La banderole de fou sortie, donc c'est avant-hier par les supporters de Sochaux. Mathieu Patouillet au passage, élu joueur du mois décembre, a l'air d'apprécier. Donc au lieu que ça soit la Pat Patrouille, vous savez ce dessin animé que beaucoup d'enfants regardent. Donc là c'était au lieu de Pat, c'était Matt Patouille, parce qu'il s'appelle Mathieu Patouillet. Donc voilà, il a apprécié ça. Simplement ce gardien de Sochaux, n'oubliez pas que Sochaux s'est imposé contre l'équipe de Nîmes, c'était lundi soir. Officiel, Sarina Wigman récemment élue meilleure entraîneuse de l'année. C'était lors de la cérémonie Trophée The Best, celle la meilleure entraîneur, c'était Pep Guardiola. Et dans le foot féminin, c'est elle. Donc prolonge son contrat jusqu'en 2027 avec l'équipe féminine d'Angleterre. Donc félicitations à elle. Consultant de Canal+ sur une qualification de Brest ancien. Donc ça risque d'être problématique pour le football français. Ils ne vont pas pouvoir s'inventer des moyens financiers XXL durant l'été. Avec le nouveau format de la Ligue des Champions, il risque d'être un peu ridicule. Même si ça m'embête d'employer ce mot-là. Parce que pour l'instant, Brest, 3e. Et potentiellement, si le championnat venait d'être fini, serait qualifié pour la future Ligue des Champions. Et un consultant de Canal+, il dit en gros que si Brest venait en Ligue des Champions, il serait quasiment ridicule parce qu'il perdrait des matchs. Mais bon, pour moi, s'ils finissent 3e et s'ils se qualifient, c'est qu'ils l'ont mérité, qu'ils sont meilleurs que les autres équipes, même s'ils ont un budget très limité. Donc c'est vrai que ce serait surprenant. Imaginez, je sais pas, un Real Madrid-Brest. C'est vrai que c'est jouable, en phase de poule, ça peut arriver pour la prochaine édition. Et tiens, toujours du côté de Canal+, parce que lui travaille à Canal+, à l'époque, c'est Pierre Ménez et eSport, condamné pour avoir viré précipitamment Pierre Ménez du jeu FIFA, parce qu'avant il était commentateur, puis il y avait une enquête sur lui, je ne sais plus trop ce qu'il avait fait, puis en gros il a été supprimé, voilà, des commentaires, tout ça, et du coup, en gros, ils vont devoir donner de l'argent à Pierre Ménez, parce que ça s'est pas fait, on va dire, dans les règles, son licenciement. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Ferran Torres sur Vini Junior pendant la finale de la Super Coupe. Donc écoutez bien ce qu'il a dit: un jour ou l'autre, je vais lui donner une gifle. Je te jure, s'il me dit quoi que ce soit, je vais lui donner une telle gifle que je vais l'éclater, mec. Donc là, il parlait, donc Ferran Torres parlait, je sais pas qui, on peut voir qu'il était sur le banc. Et voilà, que si un jour Vini venait, je sais pas, lui parler, l'embrouiller, il lui mettait directement une gifle, Ferran Torres sur Vini Junior. Donc il disait ça à la fin du match, alors que bien sûr Barça était en train de se faire humilier, bien sûr 4-1, donc il était très énervé. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve tout à l'heure et à l'After Zap Image, il y a aussi plein d'autres infos. Et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.